moi ces montagnes magnifiques. Et on doit aller dans les rapides. Je me suis mis du mauvais côté des rapides. Let's go, let's go, let's go. Allez, on y va. C'est parti, on espère de rien perdre là-dedans. Et allez. Oh my god. Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. On la commence en train de flotter sur la rivière. Flotter, j'en parle dans mon roman graphique qui sort, la BD, donc Road Trip. C'est une activité que dans l'Ouest on fait beaucoup et que on a des amis qui viennent et on flotte le long de la rivière, on va à la pêche et tout. Et donc je voulais vous montrer cette petite réalité de la vie dans l'Ouest, très difficile, très dure. La réalité de la vie dans l'Ouest sur la rivière en train de flotter. Outre l'aspect loisir aujourd'hui, hein, de se balader comme ça pour sa santé mentale, c'est aussi une manière que les premières nations et les premiers colons, c'est une manière qu'ils avaient de voyager. Et c'est vraiment le véhicule le plus facile, la rivière en fait, quand on y pense. Regardez ça. Vous voyez ici, il y a des gens qui campent. On est vraiment sur les terres publiques en fait ici. Et ici également, il y a une vie sauvage incroyable avec des aigles, des serpents à sonnette, des ours, des chevreuils qui boivent dans la rivière. C'est toujours cool de voir des chevreuils dans les grosses chaleurs qui viennent ici boire à la rivière. Et pas mal d'humains aussi. Et des chiens aussi. Aujourd'hui, j'ai pas amené Léo. Mais Léo, il aime bien marcher parce que c'est pas un grand chien nageur, donc il aime bien marcher le long du chemin ici et venir nager et s'amuser et chercher. Mais aujourd'hui, pas de chien pour avoir un peu moins à s'occuper du chien. Il est resté sous l'air climatisé de la roulotte. Salut à tous, alors bienvenue dans un nouveau petit épisode du Show Nomade. Je viens de chasser le chat. Le chat avait la meilleure place de la roulotte, c'est là où je fais mes petits podcasts. Et il n'a pas aimé que je prenne sa place. Ou c'est lui qui avait ma place peut-être. J'espère que cette petite balade sur la rivière vous a plu. C'était il y a quelques semaines. Aujourd'hui, on réalise que l'automne est en train d'arriver. Il y a des vents qui arrivent, c'est un peu moins une de mes saisons préférées, hein, cette intersaison entre l'été et l'automne où les feuilles commencent à tourner, la brise, enfin le vent est un peu plus frais et amène une certaine fraîcheur, même si cet été, jusqu'à présent, oh un poil de chat, cet été jusqu'à présent a été très bon, alors très peu de feux de forêt. Je vais faire un follow-up sur la vidéo précédente. Il n'y a pas eu de feux de forêt finalement dans la région ici, peut-être à peu près 100 km alentour. Il y en a eu d'autres, il y en a d'autres endroits, mais il a fait assez pluvieux et
Donc ça a été assez un bel été, même si c'est pas la fin de l'été. Hein. En général ici, enfin un peu partout maintenant, il fait une petite chaleur en général vers septembre. Mais on croise les doigts, il a fait assez beau. Donc cet épisode, de quoi on va parler aujourd'hui, c'est des gens qui ont la bougeotte en van, de si vous aussi vous êtes nomade ou vous voyagez à long terme en van, ou que vous voulez le faire ou que vous l'avez fait, et un peu explorer l'idée et la question pourquoi on se retrouve à avoir la bougeotte et à vouloir tout le temps partir du jour au lendemain. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, explorer ce sujet-là qui est, pour ne pas faire de pub, le sujet de la BD Road Trip, bientôt disponible pour tout le monde, mais d'abord elle sera envoyée à tous ceux qui ont supporté la BD. Vous pouvez encore le faire sur ulule.com/BDRoadTrip, elle est enfin prête. Je suis à l'impression finale, donc c'est vraiment les dernières corrections, c'est vraiment, on fait un travail de professionnel, plus pro que les pros, parce que parfois je lis des livres d'éditeurs, de grands éditeurs et tout ça, et je vois des petites coquilles ça et là, et moi ce que j'essaie de faire, bon c'est inévitable, parfois il y a des petites erreurs qu'on ne voit pas, mais par contre moi ce que je veux faire c'est un produit final qui a de l'allure, et comme vous le voyez, ça c'est une des copies des épreuves. On est sur une couverture bien glossy, bien glacée, et dedans on a bien toute la BD et aussi une partie roman écrite. Donc pour tous ceux qui sont un peu mitigés par rapport à l'aspect roman graphique, parce que j'appelle ça pas vraiment une bande dessinée, c'est un roman graphique avant tout, parce que c'est un roman et à la fois une bande dessinée, donc ça, on appelle ça un roman graphique. Et pour ceux qui ne sont pas nécessairement fans de bande dessinée, déjà je vous donne le défi de vous essayer à la bande dessinée. Et si vous voulez commencer par ça, mais il y a plein d'autres super romans graphiques que j'adore et qui sont vraiment un format assez, un peu un mi-chemin entre le livre et le film en fait, et la bande dessinée. Et c'est un format que j'adore. Mais pour tous ceux qui aiment lire et qui aiment mes livres et tout ça, eh bien il y a quand même la moitié de ce livre-là. On a une centaine de pages du roman graphique, et après la deuxième moitié, vous voyez il y a écrit fin là, mais c'est pas vraiment la fin, il y a toute une partie qui est un roman sur le voyage, sur les impressions de voyage, et je crois un roman beaucoup plus poussé que Ma vie en van tome 1, donc si ça vous intéresse, allez voir ça. Mais donc c'est le sujet aussi de ce livre là, je le mets sur le petit trépied, c'est le sujet de ce livre là, le voyage lent. J'en ai souvent parlé, et c'est un sujet qui me passionne, mais aussi parce que moi-même j'ai fait l'expérience de ce voyage qui est parfois prenant, dans le sens où on va être porté à tous les jours vouloir partir sur la route alors qu'on est installé quelque part. Et moi aujourd'hui j'ai beaucoup fait de travail là-dessus. Je me suis forcé aussi à rester à des endroits et à explorer un peu l'intérieur. C'est de ça qu'on va parler. Et donc dans la dernière vidéo, je vous parlais, il y avait peut-être un feu de forêt, donc non, il n'y a pas de feu de forêt. Et aussi, j'ai eu certains commentaires qui disaient, oui, récemment, je vois beaucoup plus de présentations de produits et tout ça. Alors, ça me fait toujours rire en fait d'avoir des commentaires comme ça, parce que ces commentateurs-là, je les vois jamais quand je fais des vidéos de voyage qui durent 2-3 heures, quand je fais des vidéos de musique, des projets d'inspiration, des projets de documentation, des projets aussi des vidéos qui partagent beaucoup d'informations gratuites depuis 9 ans bientôt, parce qu'on est en 2024 et j'ai commencé ça fin 2015. Et aussi, comme je le répète souvent, ces vidéos de présentation de produits, de 1, ça parle de produits qu'on peut utiliser dans la vie nomade et dans la vie off-grid, mais de 2 aussi, c'est ça qui me permet de garder la chaîne en vie, en fait. C'est aussi grâce à ça que j'arrive à pérenniser cette chaîne, vaguement, hein, juste pour la tenir en vie, pour payer pour le site internet, payer pour quand j'ai des bris de matériel, vous voyez, j'ai dû acheter un nouveau micro, et aussi juste pour tenir en vie ce projet-là, pour essayer de ne pas perdre d'argent là-dessus, et j'en fais pas non plus. Donc c'est vraiment ça, la réalité de Ma vie dans le van et des éditions Ma vie en van. Et si ça vous plaît pas, vous avez juste pas à regarder ces vidéos de présentation de produits, mais j'ai pendant très longtemps refusé de faire des présentations de produits parce que les choses allaient mieux sur YouTube à l'époque, hein, il y a beaucoup d'années maintenant. J'arrivais à quand même faire à peu près 800 $ par mois, des choses comme ça. Et maintenant, on est proche de zéro, et grâce à ces présentations de produits, de 1, ça me permet de parler de trucs qui sont quand même assez cool, de trucs matériels, et de trucs qui aident la vie aussi. Beaucoup de ces batteries-là, elles nous aident la vie en tant que nomades, elles nous changent, ça a changé la vie, hein, tous ces bidules-là.
dans la facilité en fait d'avoir l'électricité et les conforts d'une maison sur la route quand on est voyageur à temps plein, c'est quand même important. Et de deux, en fait, ça me permet de garder la chaîne en vie parce que, eh bien, c'est pas gratuit tout ça. Il faut bien vivre de quelque chose et je crois qu'il y a quelque chose de très, fondamentalement très, pas haineux, mais dans les commentateurs un peu frustrés. Je crois qu'il y a aussi un peu peut-être parfois de la jalousie, mais ouais, c'est vraiment, moi, en fait, ça m'agace un peu de recevoir ces commentaires-là parce que ces gens-là qui commentent, oh, ça y est, tu fais que des présentations de produits. D'ailleurs, j'en ris souvent dans ces présentations de produits. J'essaie de les faire un peu, de les garder un peu informatives, courtes et à la fois un peu, voilà, avoir un peu d'humour et tout ça. Et aussi assez informatives, dans le fond. En fait, ces gens-là, je les vois jamais ailleurs dans mes vidéos. Par exemple, dans cette vidéo-là où on va parler d'un sujet profond, je les vois pas communiquer, je les vois pas commenter, je vous vois pas, en fait, tous ceux qui ne restent pas, qui ont une attention de fourmi ou une attention de petit oiseau. En fait, je suis assez... ouais, ça me fait à la fois rire et à la fois parfois ça m'agace un peu parce que, voilà, il faut le comprendre, ça fait partie de la réalité d'être un micro-influenceur, de ne rien gagner, mais de que donner des projets. Et je vais pas me plaindre parce que je fais ce que j'aime et en parallèle de ça, pourquoi je fais moins de vidéos aussi, c'est parce que j'ai d'autres projets à côté de ça, hein, même si ce projet-là, qui est pour ma vie dans le vent et ma vie en van, ça a pris beaucoup de mon temps de cette année et je m'en plains pas. Mais cela dit, quand il y a des commentateurs un peu agaçants, ben, enfin moi vous êtes pas les bienvenus, hein, parce que si vous venez juste ici pour essayer de voir ce qui marche pas, de voir les problèmes et de juste pinailler sur des choses, moi ça m'intéresse pas de vous avoir sur la chaîne et donc voilà, je voulais juste faire ce petit aparté. Donc si vous voyez des présentations de produits, si ça vous intéresse, et il y en a plein que ça intéresse, et je vous remercie aussi hein, de continuer la discussion, parfois il y a des gens qui même m'apprennent des choses quand je fais des présentations de produits sur les produits eux-mêmes et ça fait partie aussi de la vie, hein, voilà, d'acheter des trucs, on est consommateur parfois, on est matérialiste et on a besoin parfois de petits trucs. Bien sûr, on pourrait tous vivre d'amour et d'eau fraîche comme des chimpanzés ou des gorilles dans la jungle. Mais la réalité est que voilà, il faut un peu d'électricité parfois, des choses comme ça. Et justement, on va en parler dans ce podcast-là. C'est trouver aussi une forme d'équilibre entre la précarité volontaire intense qui est très française. Il y a beaucoup de gens de France et du Québec aussi, très francophones en fait. Cette obsession avec n'avoir aucun argent, être détaché de tout matériel et vivre comme des gueux en fait. Et à la fois de l'autre côté, le côté très américain, très anglo-saxon du vouloir juste de l'argent. Moi je crois qu'il faut trouver un entre-deux parce que l'argent ça permet de financer des projets. Moi tout l'argent que j'ai fait par exemple par rapport à mes livres et tout ça, je les réinvestis dans des projets et dans du temps passé à investir dans d'autres choses créatives pour ensuite repartager d'autres choses. En fait c'est vraiment un cycle, c'est comme ça que je le vois. Par exemple pour ce projet-là de road trip, je me paye pas en fait, peu importe les ventes qu'il y a, tout est réinvesti constamment dans la vente du livre, dans payer la graphiste et surtout payer les expéditions et garder ça à un prix qui est correct pour essayer de rentrer dans les coûts. Parce que voilà, c'est la vie, la réalité d'investir dans des choses. Voilà, c'est peut-être un peu plus compliqué que d'aller au travail et de se faire donner un chèque de paye pour rien faire de sa journée et croire qu'on travaille. Chacun sa vie, évidemment. Mais tout ça pour dire que dans cet épisode, voilà, je voulais faire une petite aparté sur ce sujet-là. Et si vous êtes encore là, aujourd'hui, on va parler des gens qui ont la bougeotte et de pourquoi on a la bougeotte, de pourquoi on se retrouve dans des situations où parfois, moi j'en ai rencontré des tonnes et des tonnes de nomades, que ce soit au Canada, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, en France, partout. Et aussi sur YouTube, de ce que je vois souvent des gens qui vont partir dans une vie de van life, de vie nomade, à temps plein, et partir et constamment bouger tous les jours presque, ou tous les 2 jours, et juste changer constamment d'environnement, et avoir un peu cette addiction à la route, qui est un des sujets dont je parle dans le livre. Donc la fuite, le sentiment de fuite, qui est à la fois une forme de thérapie, mais parfois qui peut être aussi dangereux dans le sens où ça ne nous permet pas de nous affronter nous-mêmes. Et c'est un peu ça l'aspect intéressant d'avoir la bougeotte, en fait, de ne pas arriver à rester quelque part pendant plus de 2 jours.
j'ai rencontré beaucoup de nomades dans ma vie, dans mes vies en van, dans mes différentes vies en van, de différents endroits, différents moments, différentes façons de vivre en van et de vivre nomade comme je l'ai fait et comme je le fais encore. Et j'ai souvent retrouvé des gens qui n'étaient pas capables de se retrouver avec eux-mêmes. Et je crois que c'est ça le but de la vie en van, c'est d'arriver à un moment où, bien sûr, dans votre première année, vos premiers mois, vos premières années, peu importe l'échelle de temps, vous allez commencer un peu comme ça. C'est-à-dire tout à coup, vous avez tellement de temps avec vous que vous ne savez pas quoi en faire et vous amenez avec vous les bagages du passé, les bagages d'une vie assez active et d'une vie où le voyage est synonyme de mouvement constant parce que on a une durée de temps limitée, donc on a cette appréhension de ça va finir, donc il faut voir le plus de choses possible. Et donc on passe tous par cette étape-là, mais il y a des gens qui restent vraiment bloqués là-dedans, et je l'ignorais parce que moi, mon parcours, ça a été vraiment de commencer comme ça. Et après de réaliser qu'il y avait beaucoup plus après 2 ans, à peu près 2 ans, de réaliser qu'il y avait beaucoup plus de valeur et de profondeur dans rester ancré quelque part pendant quelques temps, et j'en ai très souvent parlé, ici par exemple, les terres publiques, les terres de la couronne, ou même les campings, ou les campings rustiques, vous êtes autorisé à rester en général à presque 2 semaines par tranche de temps au même endroit. C'est-à-dire que si vous voulez rester, vous aurez juste à bouger un jour, revenir, ce serait aussi correct légalement. Mais c'est très intéressant d'explorer ça parce que tout à coup, eh bien, on va rester à un endroit et on va pouvoir affronter un peu ces démons. Parce que le problème, et c'est pour ça aussi que moi j'ai voulu aussi avoir un peu plus d'autonomie, que ce soit en électricité, d'où ces batteries nomades, et d'où les panneaux solaires et toutes ces choses-là, en eau et en espace aussi, d'avoir une petite maison sur roue qui permet de rester à un endroit plus que 4-5 jours, disons. Voire, enfin moi avec mon setup aujourd'hui, je peux rester à n'importe quel endroit pendant au moins 2 semaines, dépendamment des accès à l'eau, etc. Mais en toute autonomie, j'ai 2 à 3 semaines de full autonomie. Et ça me permet vraiment, ce qui je sais n'est pas vraiment la norme, mais moi moi j'aime bien cette idée-là d'être capable d'être autonome. Et s'il y a un ruisseau, là, n'en parlons pas, c'est principalement l'eau le problème quand on est off-grid, ou quand on est nomade, pardon. C'est l'accès à l'eau, parfois au propane, au gaz naturel. Et moi, en fait, grâce au poêle à bois que vous voyez derrière moi, j'ai réussi, et si vous n'avez pas vu cette vidéo, j'ai fait plusieurs vidéos sur ce petit poêle à bois Cubic Mini, Cubic Grizzly, qui est un poêle à bois montréalais, qui est parfait pour les nomades. Et bien, grâce à ça, maintenant, j'arrive à aussi cuisiner, me chauffer, ce qui enlève tous les besoins de propane, en fait, qu'il y a dans le temps, ici, en Amérique du Nord. Le propane, c'est la base du véhicule récréatif, en général. Et il y a d'autres personnes qui utilisent beaucoup de panneaux solaires et qui utilisent des plaques à induction, des choses électriques pour cuisiner. Moi, je suis pas fan de ça non plus parce que j'aime bien contrôler mon feu. Et donc, en tout cas, tout ça pour dire que en général, c'est l'eau et le gaz naturel, ou le gaz tout court, ou l'essence, qui sont les principales limitations, les principales limites à rester à un endroit plus de 2-3 jours. Mais n'importe quelle personne, techniquement, même en voiture, si vous êtes bien préparé, pourrait rester à un endroit 4-5 jours, dépendamment des endroits qu'on choisit. Et je crois que c'est quelque chose qu'il faut se forcer peut-être à faire quand on a la bougeotte. Parce que sinon, vous allez rentrer dans un cycle de constamment avoir besoin d'aller quelque part. Constamment aller besoin d'aller en ville, d'aller au café, d'aller acheter vos snacks et vos bonbons, je ne sais quoi. D'avoir besoin d'aller manger dehors, d'aller commander des trucs. Et ça, je trouve, en tout cas, ma philosophie de la vie nomade, et il n'y en a pas qu'une, donc chacun sa vie, chacun son chemin, évidemment. Mais je trouve que cette approche-là de la vie nomade, elle est un peu l'inverse de ce que la vie nomade peut nous apporter, et la richesse qu'on peut s'offrir en explorant et en s'explorant soi-même. Dans le sens où rester à un endroit plusieurs jours, c'est aussi se confronter soi-même. Et je crois que cette incapacité de rester à un endroit plus d'1 jour, c'est en général lié au fait qu'on n'est pas confortable avec soi-même, qu'on est incapable de rester avec soi-même, qu'on est constamment à la recherche du renouveau, qu'on est constamment à la recherche de quelque chose qui va nous stimuler, au lieu
de s'affronter soi-même et d'affronter les choses qui vont ensuite nous apporter beaucoup plus. Parce que une fois qu'on a passé un peu comme, en fait, on peut parler vraiment d'addiction dans un sens, parce que quand on parle d'addiction, on parle souvent d'une phase de sobriété, disons. Avant être sobre, il faut passer par une phase en anglais on appelle ça un withdrawal, je sais quoi en français, je sais pas, je vais chercher ça, j'ai mon ordi juste à côté. Withdrawal en français, de retrait, donc retrait, de repli, de rétraction, ouais, je pensais que c'était un autre mot, de la substance qu'on consomme et à laquelle on est addict. Certaines substances, elles sont limite impossibles à s'en détacher, mais par contre, cette bougeotte-là, cette addiction à la bougeotte, c'est très facile, dans le sens où il suffit parfois de rester déconnecté. De déconnecter des réseaux sociaux, déconnecter de vos apps, déconnecter de l'internet ou de l'électricité si vous avez besoin de ça. Certaines personnes ont besoin de ça. L'idéal, c'est de ne pas, d'avoir accès toujours à ces choses-là tout en étant capable de déconnecter. Ce qui est vraiment le but pour tout nomade, je crois, parce que on n'en parle pas souvent, ça pourrait être le sujet d'un autre podcast, et c'est un peu relié à ça. Il y a une vraie maladie des réseaux sociaux dans le monde des voyageurs, dans le sens où beaucoup de nomades utilisent les réseaux sociaux, que ce soit leur famille ou quand ils sont des influenceurs, leurs abonnés, pour vivre un voyage à travers les yeux des gens qui regardent leur propre voyage, au lieu de s'offrir un voyage à eux. Moi, à la base, pourquoi je filmais mes aventures, c'était pour moi, c'était pour documenter, parce que j'ai toujours été filmé, ce n'est pas pour montrer aux autres ce que je fais, c'était pour documenter, limite pour moi en premier, et après ça a donné qu'il y a des gens qui ont regardé ce que je faisais. Aujourd'hui, je fais un peu moins de vidéos de ces choses-là, après j'aime toujours filmer, donc c'est très difficile pour moi de ne pas filmer, parce que c'est une expression créative, mais pourquoi il y a moins de vidéos, par exemple, d'aventures ou quoi, c'est parce que je pars de plus en plus pour des aventures où je n'amène rien, et je me concentre sur le moment présent, et je crois qu'il y a vraiment il y a beaucoup de gens de plus en plus qui se recentrent sur ces choses-là, qui font cette expérience-là, où la propension à filmer tout le temps devient une échappatoire aussi, qui est extrêmement lié à ce besoin de renouveau, parce qu'au final, si vous êtes au même endroit tout le temps, comment vous allez filmer des choses nouvelles? Et c'est pour ça que moi, avec ma vie dans le vent, j'aime bien explorer, c'est pour ça que j'ai changé de nom aussi, parce qu'à un moment donné, j'ai été un peu moins, je suis semi-nomade aujourd'hui, et j'aime bien l'idée que le vent, ça amène différentes saisons, mais ça peut les amener au même endroit. J'ai pas besoin d'être à 1000 endroits tous les jours, ou de changer d'endroit tous les jours, pour me sentir bien ou intéressant avec moi-même. Et aujourd'hui, je me sens confortable avec le vent et les saisons, peu importe où je suis, même si je suis à un endroit, parce que j'ai choisi cet endroit-là et pas parce que je me sens obligé d'être à un certain endroit. Et je crois que c'est très important, même quand on est nomade, semi-nomade, peu importe, même sédentaire en fait, de ne pas tomber dans cette stimulation constante, parce que c'est très dangereux, parce que le plus on est stimulé et on cherche des stimulations, le plus on s'éloigne de soi. Et je crois que le but dans la vie, c'est quand même de se rapprocher de soi. Donc il y a le petit Léo derrière moi. On va prendre la petite Pétunia. Oh mon Dieu, la petite Pétunia. Alors, de quoi on parlait? Oui, donc on parlait de ce rejet, de cette importance de se recadrer, cette importance de se trouver à un même endroit tout le temps. De se trouver à un même endroit et de se forcer un peu à y rester. Et je crois que c'est très important parce que ça nous permet de nous reconnecter avec nous-mêmes. Ça nous permet de se confronter à soi-même, et c'est la phase 2 du projet Vie Nomade. Une fois qu'on a un peu fait les petits démons à aller à droite à gauche, mange pas la moustiquaire, une fois qu'on est un peu allé à droite à gauche, c'est le moment de faire face à soi. Et le voyage extérieur devient un voyage intérieur. Et c'est vraiment ça qui est très important, c'est de passer à un voyage qui devient un voyage intérieur, qui permet d'explorer de 1, les démons du passé qu'on essaye de fuir. J'en parlais l'an dernier dans plusieurs vidéos. De 2, les possibilités du futur, en fait. De quelle vie on veut. Mange pas la moustiquaire, qu'est-ce que tu fais là? Et donc c'est assez important de se poser pour vraiment arriver à un moment où on peut être en paix avec soi et peut-être ne pas avoir cette volonté de partir. Parce que je me souviens très bien, et si vous avez été nomade en van, vous le savez aussi, il y a vraiment une forme de bougeotte qui est
urticaire, je dirais limite, qui nous fait penser qu'on a besoin de bouger tous les jours. Et en y repensant, et ça m'est arrivé plein de fois, de me trouver un endroit, d'être super confortable et de me dire au moins, ok, qu'est-ce que je fais? Vous savez, et de me dire où est-ce que je vais aller maintenant, quelle est la prochaine étape? Et quand on pense comme ça, on ne pense pas au présent. Et le but de la vie en van, je crois, c'est de trouver son chemin, de ne pas répliquer les choses du passé, parce que si on a choisi ou pas choisi ce mode de vie-là, parce que par exemple, c'est une autre, enfin moi j'en parle souvent, pour moi ça a été à la fois un choix et j'avais pas le choix de devenir nomade, d'une part à la fois spirituellement mais aussi matériellement, financièrement, je ne pouvais juste pas vivre en fait, et la seule manière c'était de devenir sans abri en fait, avec un abri, et pour ne pas devenir sans abri justement, ou ne pas devenir complètement amorphe en fait. C'était vraiment, il y avait très peu de choix qui s'offraient à part ce choix-là qui était vraiment quelque chose qui s'est ouvert à moi et qui a ouvert plein d'autres portes ensuite et qui m'a amené là où je suis supposé être amené, comme chaque jour en fait, chaque chose qu'on fait, chaque phase de sa vie, chaque chapitre de sa vie nous amène là où on est supposé être plus ou moins, ou là où voilà le chemin nous amène. Et en fait, dans cet épisode, je voulais aussi parler peut-être des techniques. Parce que certains pourraient se dire, il n'y a pas de mal si moi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font ce que je décris, qui sont tous les jours sur la route, ils sont tous les jours en train de partir, tous les jours ils changent de spot et tout ça. Ça vous convient, c'est bien, hein, si ça vous convient, il n'y a pas de mal à ça. Beaucoup de gens ne sont pas conscients en fait de cette bougeotte, beaucoup de gens ne sont pas conscients qu'il y a vraiment une peur de s'affronter, et peut-être que c'est aussi leur destin, aussi leur chemin, c'est de ne pas avoir à s'affronter dans cette vie. Hein. Parfois, beaucoup de gens ne vont jamais confronter leur passé, leur présent, eux-mêmes, leur ego, je ne sais quoi. Très peu de gens, enfin pas très peu de gens, mais plein de gens ne se remettent jamais en question et tout ça. Donc, tant mieux hein, qu'ils vivent leur vie. Mais ce que je trouve dommage, c'est qu'en fait, c'est ne pas prendre cette opportunité-là, saisir cette opportunité pour grandir et pour accéder à une forme de conscience un peu plus pleine en fait. Et donc, il y a plein de petits trucs. Enfin, moi, ce que j'ai fait, c'est naturel. C'était une pente assez naturelle pour aller de mon côté bougeotte à un côté un peu plus ancré ou posé quelque part, ne pas avoir cette sensation de toujours devoir partir. J'essaie pas en fait de faire de prosélytisme et de dire c'est juste ma manière de penser la vie nomade et le chemin de la vie nomade où ça devrait nous amener. Il y en a qu'une, évidemment. Chacun sa vie, encore une fois, chacun son chemin. Mais je crois que j'ai assez d'expérience aujourd'hui pour réaliser que ce chemin est quand même... C'est juste dommage de ne pas saisir cette opportunité-là, de ce chemin-là qui peut s'ouvrir à nous et de rester bloqué dans les syndromes de notre société moderne qui est cette stimulation constante, ce manque d'attention et cette incapacité à faire face à soi-même. Pour moi, ce qui m'a aidé, donc c'est de ça que je voulais parler hein, avant d'être distrait par les animaux, c'est ça d'avoir 3 animaux, au moins Léo c'est le plus sage hein, en général, parce que le chat essaie de s'échapper, le chiot Pétunia elle essaie de toujours trouver des trucs à faire, elle a la bougeotte. Voilà, et par contre il y a le petit Léo, lui ce qu'il veut c'est chiller et aller dehors, poursuivre les ours et après revenir et rester tranquille. Mais donc les choses que j'ai faites qui m'ont naturellement amené à être capable de rester ancré à un endroit, c'était d'avoir des activités créatives. J'en avais déjà parlé de ce sujet-là il y a très longtemps. C'est important en tant que nomade d'avoir des activités créatives et de vouloir peut-être en apprendre plus sur quelque chose, des nouvelles comment on appelle ça, de peut-être développer des nouvelles connaissances, que ce soit des connaissances dans sa tête, mais aussi surtout avec ses mains, de travailler sur quelque chose ou d'avoir des projets à l'intérieur du projet de vie nomade. C'est assez important. La lecture, pour moi, ça m'a beaucoup aidé. Enfin, ça m'a beaucoup aidé. J'ai toujours aimé lire, mais d'avoir des bons livres ou des projets de lecture, encore une fois, ça va un peu de pair avec les connaissances à acquérir. Également, les podcasts. Bon, c'est assez commun aujourd'hui, mais les podcasts, j'aime beaucoup moi les podcasts de format long, et je trouve que c'est assez ouais, je trouve que ça peuple un peu. C'est pour tous ceux qui se sentent toujours seuls avec eux-mêmes. Je trouve que parfois ça peut être une fuite aussi, hein, les podcasts et la musique, parce que ça permet d'avoir tout le temps du bruit, tout le temps des trucs autour, au lieu de se poser avec ce qui nous entoure.
Et souvent, quand on est incapable de se poser avec ce qui nous entoure, c'est vraiment un symptôme d'une agitation intérieure, qu'on n'est pas grounded, qu'on n'est pas ancré avec la terre qui nous entoure. Et moi, pour ça, il y a une méthode que j'ai appris il y a pas longtemps, il y a quelques années, et que je trouve très puissante en fait, quand on n'est pas ancré, quand on se sent un peu agité et que notre première sensation c'est la fuite ou c'est vouloir s'échapper, que ce soit voir un film, mettre la télé ou écouter quelque chose ou genre quitter l'endroit où on est. Une des techniques que j'ai apprises que j'aime beaucoup, c'est la technique de s'ancrer quelque part, c'est d'utiliser ses sens. Et quand on est nomade en général, on va être à des endroits qui sont très paisibles parce que c'est ça qu'on recherche. Et ces endroits-là, ils n'ont pas nécessairement les bruits des villes ou des choses très pesantes, beaucoup de stimulation, mais en fait, il suffit de s'ancrer quelque part pour voir que cette vie autour de nous, elle est extrêmement stimulante, mais elle a un autre niveau de stimulation qui est beaucoup plus profond, qui est beaucoup moins facile finalement à percevoir, mais que dès qu'on s'ancre avec ce rythme-là de la nature ou des éléments autour de soi, eh bien, on découvre que tout est actif et tout est tout est ensemble. Et donc, cette technique-là, moi, j'aime beaucoup et je la fais encore souvent, très souvent, quand je me sens un peu déconnecté ou un peu pas en bonne santé mentale à un moment donné. Et la technique, elle consiste ça s'appelle la technique du 5-4-3-2-1. Donc, c'est être conscient de 5 choses qu'on voit. Donc, par exemple, en ce moment, ce que je vois, c'est un petit chat qui est en train de s'échapper, là, qui est en train de marcher autour. Ce que je vois, c'est la caméra qui est en train de clignoter. Ce que je vois, c'est le vent qui agite les feuilles des arbres derrière. Ce que je vois, c'est un petit oiseau là qui est passé et qui s'est posé. Et ce que je vois aussi, qu'est-ce que je vois d'autre? C'est à vous de choisir. En fait, vous réalisez que vous pouvez trouver bien plus que 5 choses, de choses qui vous entourent, de choses qui sont en mouvement. Là, par exemple, ce que je vois, c'est aussi bien cette superbe vue qui est la montagne en face de moi. Voilà. Ensuite, vous allez choisir 4 choses que vous entendez. Alors ça commence à être un peu plus difficile, mais c'est ça, moi, c'est surtout cette phase-là que j'aime beaucoup, c'est qu'est-ce que j'entends en ce moment? Alors j'entends Léo qui ronfle. J'entends l'air du vent qui fait bouger les arbres. Ça, c'est très reposant. J'entends un avion qui est en train de passer très très loin. J'entends un petit oiseau, je ne sais pas si vous l'avez entendu, qui était en train de chanter. Donc voilà, ça fait 4. Ensuite, le 3, c'est 3 choses que vous ressentez avec vos mains ou avec vos sens du toucher. Donc, par exemple, je sens la table ici, qui est dur. Je sens le vêtement, le linge. Et je sens que j'ai les mains sèches. Ensuite, 2 choses que je sens avec mon sens olfactif. Alors je sens le café, le petit bol de café. Et je sens la petite verdure de ce petit plant, cette petite plante qui sent la verdure. Il y a des tournesols qui sont en train de mourir. Et je sens ça. Et ensuite, numéro 1, c'est qu'est-ce que vous goûtez avec vos sens. En général, moi, ce que je fais, c'est j'essaie de goûter ce que j'ai en moi. J'ai encore un peu le goût de mon petit déjeuner, des œufs du petit déjeuner. Voilà. Et donc, c'est cette technique du 5, 4, 3, 2, 1. Donc, 5 choses qu'on voit, 4 choses qu'on entend, 3 choses qu'on touche, 2 choses qu'on sent et une chose qu'on voit, une chose qu'on goûte. Et je vous encourage à la faire. Et pour revenir au sujet, eh c'est justement ce genre de petits exercices-là qui tout à coup vous recentrent à un endroit et vous permettent ensuite de prendre des meilleures décisions autres que celles de fuir constamment. Alors il y a plein d'autres petites techniques comme ça, mais moi c'est une des techniques de méditation que j'aime beaucoup. Et l'important aussi,
c'est une autre technique que moi, pour être ancré à un endroit et ne pas avoir la bougeotte tout le temps, pour m'éviter en fait, ça a été d'avoir une routine, de se trouver une routine. De quand je me lève, moi je regarde très rarement l'heure. Je sais qu'en général je me relève autour de entre 6 et 7h30. C'est très rare que ce soit entre 6 et 8h, disons, ça dépend vraiment. Ensuite, je sais que je vais avoir la routine du petit déjeuner, la routine de peut-être faire quelques étirements et tout ça, parce que j'ai un grand corps et un vieux corps. Ensuite, marcher les chiens et si je suis à un endroit, par exemple à la ferme, aller arroser le jardin, passer un temps à regarder, ne pas prendre pour acquis justement ces magnifiques endroits, parce que c'est aussi une partie assez triste en fait de tous ces nomades qui passent du temps dans les plus beaux endroits du monde et qui n'arrivent pas à les avoir pour plus d'un jour, parce que on s'habitue très vite à la beauté d'un endroit en fait, et moi c'est que je travaille beaucoup à ça, c'est à ne jamais prendre pour acquis un endroit, que j'y reste quelques jours ou quelques semaines ou quelques années, que sais-je. Et voilà, ensuite trouver d'autres routines, et voilà, au fur et à mesure de votre journée, travailler par exemple, moi, avec ce projet-là, j'ai beaucoup de travail tous les jours, et donc ça fait que tous les jours, je sais que je vais avoir à peu près 3 heures ou parfois 4 de travail là-dessus, hein, et donc vous allouez du temps pour faire ça, parce que il y a un autre aspect dont on ne parle pas, c'est avoir la bougeotte, ça coûte de l'argent, parce que tout à coup, si vous avez la bougeotte, ça veut dire que, parce que moi, ce qui m'a aidé, c'était aussi de réaliser que je ne veux pas utiliser mon véhicule tous les jours. Moi, mon but d'être nomade, c'est pour trouver des endroits fabuleux et m'y poser à des endroits où les gens ne pourraient pas vivre nécessairement. Et c'est ça que j'aime, en fait, c'est ce privilège-là d'être à la fois précaire, d'être pecno, d'être vraiment redneck, mais à la fois d'avoir accès à des endroits qui sont inaccessibles, même avec tout l'argent du monde, en fait, parce qu'ils ne sont simplement pas privés, ou qu'ils sont juste des points de vue où une maison ne pourrait pas être, par exemple. Et c'est très coûteux d'avoir la bougeotte, parce que bien, ça va vous faire utiliser votre véhicule, utiliser de l'essence, utiliser ça, aller sortir, souvent quand vous allez être sur la route, vous allez acheter beaucoup plus de choses, vous allez penser que vous avez besoin de plein de choses, donc aller faire beaucoup plus de courses, acheter des choses dont vous n'avez nécessairement pas besoin. Donc tout ce genre de choses-là, pour moi, c'est cette réalisation-là qui m'a progressivement amené à réaliser que la vie nomade, en fait, l'une des choses assez incroyables, c'est cette opportunité de devenir un peu plus conscient de soi-même et d'apprécier la vie nomade pour ce qu'elle est, et non pas pour le mouvement qu'elle offre, parce que le mouvement, c'est trop facile. Et la fuite, certes, ça peut être une thérapie, c'est la plus ancienne thérapie du monde, mais à la fois, ça peut être dangereux, parce que ça aussi peut nous éloigner des vraies richesses qui sont la vie de tous les jours à un endroit, et peu importe où on est, mais avec soi-même. Donc voilà, j'espère que ce petit sujet vous a peut-être inspiré ou vous fait réfléchir, et si vous avez d'autres, j'adore lire vos commentaires, il y a beaucoup de commentateurs que je lis souvent qui ont beaucoup de choses très très belles à dire, et qui résonnent beaucoup avec notre expérience de cette vie nomade-là. Je crois que c'est important, c'est un sujet important qui n'est pas assez abordé, parce que tout ce que vous voyez sur YouTube, c'est des youtubeurs qui, voilà, pour faire du contenu, il faut qu'ils bougent tous les jours, pour qu'ils arrivent à être intéressants, et aussi eux-mêmes, je sais qu'en l'ayant vécu moi-même, hein, et j'essaie de ne pas projeter, mais je le vois quand je vois ce genre de contenu-là, on essaie de combler le vide intérieur en essayant de constamment rechercher la plénitude extérieure qui n'existe que si on est plein à l'intérieur. En constamment cherchant des paysages, des clichés, des projets extérieurs, eh bien on s'oublie. Et c'est très dangereux, parce que si, par exemple, on l'a vu, il y a quelques années, tout à coup, le voyage était interdit, ce qui est assez drôle, mais les gens pouvaient beaucoup moins voyager et tout ça, et ça a créé beaucoup de dépression, beaucoup de gens qui, tout à coup, on se sont remis en question et tout ça, tout simplement parce que, eh bien, ils n'avaient jamais fait l'expérience de se retrouver seuls avec eux-mêmes. N'importe quelle personne qui arrive à trouver cet équilibre-là, elle sera beaucoup moins impactée par les événements extérieurs qui peuvent nous limiter parfois. Et donc c'est pour ça que je trouve ça très important de stimuler son nomadisme intérieur, et cette aventure et ce voyage intérieur pour accompagner
le nomadisme qu'on fait à l'extérieur, qui nous permet de voir des endroits fabuleux et de bouger tous les jours. Alors bien sûr, si vous êtes dans un voyage de 2 semaines, que vous voulez faire l'entièreté du continent américain en 2 semaines, évidemment, je comprends que vous allez devoir bouger tous les jours, mais sur cette chaîne, on parle souvent de voyage à temps plein, de voyage lent, comme diraient les influenceurs français, de slow travel. Et le voyage lent, c'est beaucoup plus beau comme mot. Et en fait, je trouve que c'est ça la base, en fait, c'est aussi explorer ces aspects-là, et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo aujourd'hui. Donc merci de m'avoir écouté, et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Portez-vous bien.